je suis née en Tunisie. Mes parents ont déménagé au Maroc, à Casablanca. Puis, dans un lycée français, c'est là où j'ai fait mes études secondaires. Et à la fin des études secondaires, dans le système français, il y a un bac qui est différent d'ici. C'est pas un bac, c'est l'équivalent du cégep. Donc, j'ai fait un bac français, spécialité maths. Et c'est là que j'ai dit, à l'âge de 17 ans, je veux être pilote. Je suis arrivée en 99 à Chicoutimi, toute seule, au cégep. Et c'est là où j'ai fait mon cours de pilotage. J'ai gradué à une année qui était 2001, mai-juin 2001. Et on sait tous qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre dans le monde de l'aviation. Hein. Et donc c'est là que tout le monde, nous dans l'aviation, en tant que pilote, on se remet en question. Ça va de soi que tout le monde, on a perdu nos emplois ou ceux qui ont été relocalisés ou quoi que ce soit. Et moi, la remise en question du 11 septembre, ça m'a fait réaliser qu'il ne faut pas juste avoir une seule chose dans la vie. Il faut tout le temps avoir une autre spécialité. En tant que personne curieuse et qui veut tout le temps apprendre, c'est là que je me suis dit, génie mécanique, j'adore la mécanique, j'adore l'aviation, c'est deux domaines qui se croisent, ils se rejoignent. Et c'est là que j'ai décidé de commencer mon bac en génie mécanique à l'Université Laval en 2001. J'ai fait un MBA par correspondance à Embry-Riddle, à Daytona Beach, aux États-Unis. Donc j'avais le côté technique qui est pilotage, j'avais le côté mécanique du génie mécanique. Puis là, je voulais avoir le dernier maillon qui était la gestion. Je suis maintenant chez Transport Canada comme inspecteur de l'aviation civile. Oui, Véronique Roy. J'ai fait un domaine technique en génie industriel, donc la technique a mené au bac, le bac a mené à la maîtrise. Par contre, après les études, j'avais différentes options. J'avais une compagnie qui m'a offert un poste en fait sur la Rive-Sud, puis c'était dans le domaine du meuble. Bon, j'avais un peu d'audace là, à l'époque. Je suis allée voir le vice-président exécutif, puis j'ai dit, je suis arrivée avec un biscuit chinois, puis j'ai dit, regarde, là, mon biscuit chinois, il dit que je dois voyager pour le travail. Donc forcément, tu vas me trouver une façon de voyager pour le travail. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis après ça, j'ai jamais arrêté. Donc dans tous les emplois que j'ai eu à voyager pour le travail. Maintenant, je suis chez Camso. Donc, on fait des pneus et des tracks. Les défis font partie du quotidien, en fait. Comme Véronique, les défis, depuis le début, son défi, c'était d'aller dans un métier majoritairement masculin. Puis oui, moi, mon défi, c'était de piloter, puis d'aller très haut, puis d'aller très loin. Ça nous permet de se connaître, de connaître nos limites. Parfois, on peut être épaté, étonné parce qu'on se dit « je ne pensais pas pouvoir faire ça ». Alors, les challenges, ce sont très importants, je trouve. Certains obstacles que j'ai, c'est que j'ai un esprit très cartésien. Puis, on m'a déjà fait le commentaire que j'ai tendance à voir beaucoup blanc ou noir. T'sais. Langage informatique 0 ou 1. Donc, quand c'est dans le gris, j'ai plus de difficultés à jouer dans ces zones-là. Donc, évidemment, pour la majorité des gens, c'est pas blanc ou noir, c'est plus dans le gris. Donc, on m'a déjà fait le commentaire de Véronique, la plupart des personnes vont plus être dans le gris, justement. Fait qu'il faut que tu les amènes à avoir la même vision que toi. Donc, pour moi, un obstacle, c'est justement de où je pars et à quel moment je dois arrêter pour être capable de présenter la situation d'une façon qui, évidemment, ne va pas faire perdre la face à qui que ce soit, parce que c'est une notion qui est fondamentale d'un point de vue culturel, avec beaucoup de cultures avec lesquelles je fais affaire. Puis en même temps, mais comment je peux amener cette information-là pour que, à tous les niveaux, on concentre les gens vers le positif, vers travailler pour le meilleur et non pas qu'il y ait un découragement des personnes de dire « Oh, mais mon Dieu, je pensais pas que le problème était si pire que ça. » Fait que pour moi, c'est un des obstacles que j'ai, c'est tout le temps ajuster le discours pour être capable d'amener les gens vers le positif puis qu'on travaille ensemble pour améliorer. Moi, j'ai déjà eu le même commentaire aussi. Carré. Puis, mais aussi, je pense qu'on est des hybrides parce que on est cartésienne, on est logique, on se rapproche de la façon de penser des hommes, mais on a aussi le côté femme. Donc, je trouve que c'est un beau cocktail. Même s'il y a des obstacles qui poussent, il faut foncer dedans. Puis ça, c'est un challenge, puis il ne faut pas s'essouffler. Oui, ça va être essoufflant et tout, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher prise, il faut persévérer.
N'importe quel obstacle, ça se découpe. Étant donné que je suis adepte de randonnée, c'est ça, les montagnes, c'est la même chose. Donc, on commence une montagne à la fois, puis on commence pas demain matin à dire « je vais aller faire le mont Washington » pour quelqu'un qui a jamais porté de bottes de randonnée de sa vie. Mais si on se trompe pas, si on prend pas de risque, évidemment, on va toujours réussir, on n'aura jamais d'échec. Donc, c'est un peu inévitable. Il faut les accepter, il faut être vraiment capable de les prendre comme des situations qui vont être inévitables et qui vont nous permettre d'apprendre puis d'aller au prochain niveau. Donc, si on veut évoluer, il faut forcément qu'on apprenne de nos erreurs. Le plus important, c'est de prendre du recul puis analyser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas réussi, d'en apprendre, de grandir, d'avancer, continuer à avancer, il faut pas que ça arrête. Puis, utiliser donc cet apprentissage pour devenir meilleur et éviter la prochaine fois pour que ça se reproduise. À mon sens, le leadership, c'est pas de la tyrannie, c'est pas forcer les gens, c'est de gérer en donnant l'exemple. Puis les gens ont tendance à nous suivre, à nous écouter, à vouloir savoir comment ce leader fait pour qu'eux aussi fassent la même chose. La personne devient une personne qu'on écoute et c'est très intuitif. C'est ça un bon leader, puis c'est ça du leadership. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont attribuer le niveau de pouvoir ou le niveau de leadership avec la position que tu as dans la hiérarchie sociale. Donc, quand on a des objectifs à réaliser, à rencontrer, que tu sois à n'importe quel échelon, que tu aies n'importe quel type de pouvoir, le leader va se démarquer parce qu'il va être capable d'aller dans cette direction-là puis d'amener les gens autour de lui, indépendamment de sa position. Donc, c'est ça pour moi ce qui fait un bon leader. Je me rappellerai toujours une rencontre que j'avais à donner à un exécutif en Thaïlande. Les femmes sont assises au 2e rang. Donc, c'est dans leur culture. Donc, les hommes étaient à la première table, première rangée, les femmes étaient au 2e rang. Puis, c'est comme ça. Puis, il y avait des hommes aussi au 2e rang parce que, dépendamment de la position dans la hiérarchie de l'organisation, les positions sont différentes. Moi, évidemment, j'ai probablement choqué jusqu'à un certain point parce que moi, je m'assois à table. Donc, je me pose pas de questions. Je vais livrer le message, je vais à la table. Mais c'est sûr que si je m'étais dit « Oh mon Dieu, les femmes sont toutes au 2e rang, qu'est-ce que je fais? » Puis j'avais trop analysé, probablement que j'aurais perdu ma propre confiance en moi, alors que non, j'ai un message à livrer. Ils m'ont demandé d'être là, donc c'est moi qui écoute et personne d'autre finalement. Fait qu'il faut quand même avoir confiance en nous. Mais je trouve ça encore triste qu'une femme aille dans une réunion autour d'un board of directors puis se dire « Comment je vais faire? Je suis logique, je suis intelligente, j'ai tous les outils. Alors là, si j'étais homme, pour même pas me faire remettre en question, comment je vais faire pour être crédible? » Alors, ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment encore. Je trouve ça vraiment triste, ça n'a pas lieu d'être. Je me souviens, c'était un de mes patrons, il y avait une autre pilote, moi j'étais capitaine d'avion, et il y avait une copilote qui était fille, puis là, le patron, il dit Lola, je ne veux pas avoir de lave-vaisselle dans mes avions, une c'est assez. Moi, le message que j'aurais à dire, c'est vous allez entendre des bêtises, vous allez entendre des choses qui vont vous choquer, mais laissez-les couler, laissez-les passer au-dessus de votre tête, et si ça se n'est, prenez-le comme un carburant qui va énergiser votre passion d'aller, puis ne lâchez jamais. Moi, il l'a dit devant moi, puis j'ai rigolé, je riais. Puis moi, j'avais ma passion, je vais y aller, je vais devenir un grand pilote, puis je vais aller loin. Puis je suis montée dans mon avion, puis j'ai fait mon vol, puis j'ai parcouru les échelons, puis je suis montée. Donc, il ne faut jamais se laisser abattre par des commentaires difficiles. Moi, personnellement, je pense que la diversité, l'avantage, c'est que ça amène un équilibre. Chacun a ses forces, ses faiblesses. Sa façon de penser. La combinaison des deux est primordiale pour pouvoir arriver à des solutions puis prendre des décisions. Il faut que, idéalement, ça soit 50-50. Une femme a une vision différente. Elle peut approcher ou amener
les gens à voir le problème sous un autre angle. Je pourrais rajouter même des cultures différentes, différentes provenances. Donc, si on veut avoir des idées riches puis innover, bien, il faut qu'on prenne plein de points de vue différents. C'est ce qui fait la richesse des organisations aujourd'hui. Donc, c'est sûr que s'il y a seulement une femme au conseil d'administration versus s'il y en a 2, versus s'il y en a 3, le psychosocial du groupe, l'influence va être différente. À partir de 3, tu as un effet de levier qui va avoir un impact positif sur un conseil d'administration. Ayant siégé donc dans des conseils d'administration où on était au moins 3, on permet d'avoir une rigueur, une organisation, puis d'arriver à ramener justement l'équipe d'administrateurs vers un point commun. Puis ça permet aussi d'amener des points différents sur des situations qui vont arriver, que certaines personnes vont tout de suite partir vers une solution, parce que alors que la femme va souvent dire, bon, attends, reprenons-le d'un point de vue plus objectif, puis là, on revient un peu à la base, puis on peut en discuter avant de prendre une décision ou avant de sauter vers des conclusions qui ne seraient pas nécessairement les bonnes. Donc oui, il faut la diversité pour arriver au meilleur puis arriver à faire évoluer les organisations. Là, c'est essentiel.